Alors j'ai le plaisir maintenant d'accueillir Laurent Gaillot pour cette première conférence. Alors Laurent Gaillot est professeur au département de linguistique de l'Université de Genève, où il dirige l'école de langue et de civilisation française. Il est linguiste de formation et il s'est spécialisé dans l'analyse de l'interaction en classe bilingue, la didactique du plurilinguisme et la politique linguistique. Il a notamment dirigé entre 2005 et 2008 un projet de recherche dans le cadre du programme national de recherche 56 Diversité des langues et compétences linguistiques en Suisse, et plus récemment l'équipe genevoise et lausannoise du projet européen DILAN, Dynamique des langues et gestion de la diversité. Il a aussi mené de nombreuses expertises sur l'enseignement bilingue, en particulier en Europe centrale et orientale. Depuis 2005, il représente l'Université de Genève au Conseil européen pour les langues et depuis 2013, il est membre du conseil d'administration de l'Association pour le développement de l'enseignement biplurilingue, l'ADEB. Parmi ses nombreuses productions scientifiques, en français, en anglais ou en espagnol, on citera notamment en 2001 son ouvrage « Immersion, bilinguisme et interaction en classe », en 2009 son article dans Glottopol « Politique éducative et enjeux sociodidactiques, l'enseignement bilingue francophone et ses modèles », ou encore, récemment, le chapitre qu'il a coécrit avec Bernard Pie en 2013, intitulé « Bilinguisme et plurilinguisme » dans l'ouvrage de Simonin et Wharton, « Sociolinguistique du contact, modèle, théorie ». Laurent, je te passe la parole. Alors, je vais tâcher d'ouvrir quelques questions autour du plurilinguisme en général et du plurilinguisme dans l'éducation. Et je vais partir finalement de cette dialectique assez importante quand on s'occupe de langue ou de plurilinguisme, cette dialectique ou cette tension parfois entre la fusion des langues, le rapprochement des langues et la séparation des langues. Très souvent, on a à prendre position ou alors à agir dans cette dialectique et je la poserai au départ pour y revenir au fur et à mesure de mes réflexions. Alors, quand j'aurai posé cette dialectique, je vais tâcher de voir ce qu'elle donne finalement dans la définition même du plurilinguisme ou dans les représentations qu'on en a, en parcourant assez rapidement quelques grands discours historiques qu'on a eus et qu'on a encore sur le plurilinguisme. Et ensuite, j'arriverai sur le terrain éducatif avec ce qu'on appelle la didactique du plurilinguisme, en montrant en quoi ce qu'on appelle didactique du plurilinguisme je ne sais pas si on peut dire s'oppose, mais en tout cas prolonge en s'écartant notoirement de ce qui est la didactique des langues, là aussi dans une dynamique de la fusion plutôt que de la séparation. Et je me concentrerai plus spécifiquement sur deux approches en didactique du plurilinguisme. J'illustrerai assez rapidement la question de l'intercompréhension et je m'arrêterai un peu plus longuement sur l'enseignement bilingue, en montrant que pour l'enseignement bilingue aussi, il ne suffit pas de dire enseignement bilingue, dans l'enseignement bilingue aussi, on peut avoir cette tension entre séparation des langues et fusion des langues. Donc ce n'est pas parce qu'il y a bilingue dans un mot ou dans une approche qu'on est forcément dans la synergie entre les langues. Donc je tâcherai de le montrer à chaque étape de mon raisonnement. Et je finirai sur deux notions qui me semblent assez traversantes en didactique du plurilinguisme, la notion d'intégration, entre les savoirs linguistiques, disciplinaires, les langues entre elles, et je focaliserai cette notion de saturation et la question de l'alternance des langues qui intervient aussi de manière variable dans les options en didactique des langues, et j'arriverai à ma conclusion. J'aimerais poser cette dialectique entre fusion et séparation assez rapidement en introduction. Bernard Pie le disait déjà au début des années 90, apprendre des langues, c'est apprendre d'une certaine manière quelque chose de nouveau, donc qui va être différent, séparé de ce qu'on connaît déjà. C'est la tension qui va s'installer entre une première langue et une deuxième langue, par exemple. Mais en même temps, c'est créer des ponts, c'est essayer d'associer, construire l'inconnu sur des choses déjà connues. Donc il y a des passages qui se créent, des formes de fusion qui s'installent. Du point de vue de l'apprenant, je pense, et c'est déjà ce que voulait dire sans doute Bernard Pie, les deux processus sont complémentaires, mais aussi nécessaires. Je ne pense pas qu'il en ait un à l'exclusion de l'autre. Ça, c'est du point de vue de l'apprenant et de l'apprentissage. Maintenant, du point de vue de l'enseignant, et c'est là que le passage va nous intéresser, ces deux processus sont sans doute utiles, mais ils sont tout à fait isolables.
Et c'est ça qui peut poser le problème, c'est-à-dire ce qui se passe quand en apprenant, travaille dans différentes langues, apprend des langues étrangères, c'est une chose. Mais la manière qu'on a de travailler en classe en est une autre. Et très souvent, là où il y a des liens nécessaires pour l'apprenant, il y a des ingrédients isolables ou isolés très souvent du point de vue de l'enseignant ou de l'organisation éducative. Et là, on pourra évidemment y revenir. Alors, on va essayer d'examiner cette dialectique qui peut être une forme de tension, d'opposition entre ces deux pôles, la séparation et le rapprochement entre les langues, en regardant comment ça se passe quand on essaie de définir le plurilinguisme, et en regardant ensuite comment ça se passe quand on s'occupe d'enseigner avec la préoccupation du plurilinguisme, ce qu'on peut appeler la didactique du plurilinguisme, avec une focalisation sur l'enseignement bilingue en particulier. Alors je prends assez brièvement quelques considérations sur le plurilinguisme, sa définition, sa perception, ses représentations. Alors je vais vite, hein, bien évidemment, mais enfin il y a beaucoup de choses qui sont connues des uns et des autres, mais c'est pour planter un peu le décor. Si on en croit à Colin Baker, on serait passé dans le courant du XXe siècle d'une période des effets négatifs du bilinguisme, on parlait plutôt de bilinguisme que de plurilinguisme, hein, à une période des effets positifs. Donc ça, c'est son constat historique, en gros en 100 ans, hein, pour faire bref. Mais on retrouve dans l'ouvrage d'André Tapouret-Keller, qui est sorti il y a quelques années, sur le bilinguisme en procès, avec sa réflexion historique, hein, sur ce qui s'est passé entre 1840 et 1940. Et elle illustre bien aussi certains passages qui ont eu lieu dans les discours sur le bilinguisme, en France, mais pas seulement, elle prend l'Alsace, mais elle prend aussi d'autres situations européennes, où on voit effectivement, en tout cas à la fin du XIXe siècle, et encore dans un bon tiers du XXe siècle, peut-être la première moitié du XXe siècle, l'argument de la nocivité du bilinguisme était encore tout à fait courant, utilisé souvent à des fins politiques et idéologiques. Ça n'a pas tout à fait cessé, hein. On peut utiliser d'ailleurs des arguments qui sont contraires sur les bienfaits absolus du bilinguisme, aussi pour des raisons idéologiques et politiques, mais donc ces causes sont souvent derrière un certain nombre de discours prétendument scientifiques. Progressivement s'est installée une recherche sur le bilinguisme qui a quand même souvent aussi été récupérée pour des causes idéologiques et politiques, mais enfin on avait cet argument de la nocivité du bilinguisme, qu'elle décortique tout à fait bien dans son ouvrage. Mais ce qui me semble assez intéressant, c'est que ces arguments de la nocivité du bilinguisme sont souvent adossés à des arguments ou des démarches du type comptable, hein, pour faire bref, c'est-à-dire où on voit quand même le bilinguisme comme une espèce d'addition, de soustraction, d'éléments isolés. Alors là, je prends par exemple un auteur que cite André Tapouret-Keller, qui disait à la fin du XIXe siècle, s'il était possible à un enfant de vivre avec deux langues, ce serait à son détriment. Sa croissance intellectuelle et spirituelle ne serait pas doublée, mais diminuée de moitié. L'unité de son esprit et de son caractère aurait beaucoup de peine à s'affirmer. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est l'idée de doubler, diminuer, etc. Il y a bien très souvent cette idée que, voilà, si on a deux langues, on est deux fois quelque chose. Même d'ailleurs quand on valorise le bilinguisme, hein. Donc ces métaphores un peu comptables, on divise, on augmente, on ajoute, on enlève, sont quand même assez fortement présentes derrière des arguments de nocivité du bilinguisme, mais restent très présentes encore aujourd'hui dans certains arguments, discours autour du biplurilinguisme, y compris quand l'orientation de ces discours est positive, hein. Donc ça, cette démarche un petit peu comptable, à l'école aussi d'ailleurs, dans l'organisation même de l'école. Très souvent, on nous dit, en tout cas en Suisse, voilà, il y a quand même beaucoup d'espace pour les langues, on a une deuxième langue, une troisième langue, etc. On ne peut pas faire que des langues en l'école. Donc les langues, on les met en concurrence avec d'autres choses. Alors, quand on est dans le CLIL, par exemple, ou dans des approches intégrées, les langues sont avec d'autres disciplines, donc il n'y a pas forcément concurrence. Mais les chercheurs le disent, je ne suis pas sûr que l'organisation de l'école prenne cet argument vraiment au sérieux. Quand on travaille avec des démarches intercompréhensives, on peut travailler l'espagnol, le catalan, le français de manière intégrée.
On peut le faire de manière tout à fait profitable, mais on continue à raisonner sur le fait qu'il y a 2 heures d'espagnol, 2 heures de catalan, du français, ce qu'on prend à une place, il faut le trouver ailleurs, etc. On reste dans des démarches très comptables, ce qui veut dire qu'on n'a pas vraiment encore dans une perspective de fusion, parce que vous l'aurez bien compris, enfin fusion, de rapprochement, intégration. Ces démarches comptables partent de l'idée que les éléments sont séparés. Quoi qu'on en fasse, les éléments sont séparés. Donc on est plutôt dans cette perspective de la séparation des éléments et des langues. Alors évidemment, ça a produit beaucoup de définitions, ça a influencé beaucoup de définitions du bilinguisme, ce genre de perspective comptable et isolationniste autour des langues. Alors une définition qui est très connue dans le monde de la recherche, c'est celle qu'avait produite Bloomfield dans les années 30 déjà, qui en gros voyait le bilingue comme quelqu'un qui maîtrisait une deuxième langue à la manière d'un natif. Donc en gros, être bilingue, c'est être 2 fois natif dans des langues particulières. Et donc il y a une espèce quand même d'idéalisation du bilinguisme d'une personne effectivement qui est intraçable comme alloglotte quand elle parle une deuxième langue, donc une personne effectivement qui est reconnue comme monolingue par les 2 communautés auxquelles elle appartient par exemple. Alors cette conception du bilingue idéal reste une référence dans beaucoup de discours encore aujourd'hui. Quand on pose la question aux gens, alors sans doute pas ici, on pourrait faire le test, maintenant c'est déjà trop tard, on est 12 minutes trop tard, mais qui est bilingue, moi je le fais toujours à mes étudiants, déjà on se regarde, qui va lever la main, parce qu'il y a une sorte de prétention à se déclarer bilingue, mais s'il y a une prétention à se déclarer bilingue, c'est qu'on considère que c'est une valeur finalement extrêmement exigeante, partagée par peu, et donc qui oserait se déclarer bilingue Donc c'est bien, cette idée de bilingue idéal est quand même assez présente, et du coup on peut dire oui, je ne suis pas vraiment bilingue, ou bon, je me débrouille, etc. Bon, on peut comprendre, mais disons on est encore héritier de ça, et sans doute que cet héritage d'un bilinguisme considéré comme idéal, donc bâti quand même sur une représentation largement monolingue, un bilinguisme qui serait fabriqué de 2 éléments complets et isolables qui sont une langue première, une langue seconde, ou 3 si on parle de plurilinguisme ou de trilinguisme, cette conception est quand même évidemment héritée de toute une perspective à la fois idéologique et théorique aussi, qui ne prenait pas en compte, qui ne pouvait pas prendre en compte un certain nombre de recherches qui se sont développées plus tard, où on s'intéressait de plus en plus aux bilingues, aux vrais bilingues, pas un bilingue idéal, mais quels sont les bilingues, où sont-ils, comment fonctionnent-ils. Donc c'est quand même assez tard dans le XXe siècle, plutôt dans les années 60-70, qu'on a commencé à s'intéresser vraiment aux bilingues, aux communautés bilingues ou plurilingues, à leur fonctionnement, à leur manière effective de parler. Quand on parle du parler bilingue, du discours bilingue, on a commencé à s'intéresser à cela. Alors qu'avant, si on parle de Bloomfield, bon, Bloomfield c'était quand même le structuralisme américain, mais toute la conception finalement un peu isolationniste du plurilinguisme, un peu comptable en disant le bilingue c'est quelqu'un qui est 2 fois monolingue, est quand même basée sur une approche structuraliste. C'est du moins ce que disent Milroy et Musken dans différentes contributions citées à droite et à gauche, où on peut identifier un certain nombre de facteurs qui sont derrière ces discours du bilingue idéal. Alors il y a cette orientation structuraliste où on voit les langues pour elles-mêmes, les systèmes comme étant un tout en soi, séparé des autres, et d'une certaine manière on s'intéresse plus à ces systèmes qu'à la parole elle-même, c'est-à-dire aux usages réels de la langue, ce qu'on appelle de plus en plus aujourd'hui languaging. Je renvoie ici un article de Georges Ludy, mais c'est tout à fait dans l'air du temps de revenir ou de venir. Je pense que c'est plus, on y vient du côté anglo-saxon, mais on y revient, on continue à y travailler du côté européen et francophone, parce que l'idée de négociation, de pratique, de discours plurilingue, il y a longtemps qu'on l'a dans la francophonie. On y revient avec la notion de languaging du côté anglo-saxon, mais où on s'intéresse plus aux usages, à la parole, aux situations de communication, qu'on essaie de regarder de près, et moins au système en tant que tel, qui continue à avoir une importance, mais peut-être nuancée. Quand on a une orientation structuraliste, du coup, quand on s'intéresse au système comme étant un tout en soi bien distinct des autres, évidemment, des phénomènes comme l'alternance de code, les interférences, tout ce qui est marque transcodique, gênent.
hein, parce que c'est entre les codes, ça casse un petit peu l'idée de code, hein, le transcodique justement. Donc effectivement, l'orientation structuraliste n'est pas pas capable finalement de voir et de traiter des marques particulières du discours bilingue. Alors, ce qui a favorisé aussi le fait qu'on s'intéresse plus sérieusement aux vrais bilingues, aux bilingues ordinaires, au discours du bilingue, c'est le fait qu'on puisse techniquement aussi enregistrer, documenter des situations de communication. Hein. C'était quand même moins facile dans la première moitié du XXe siècle, et puis même encore juste dans les années 80. Aujourd'hui, c'est de plus en plus facile d'avoir quand même des documents, hein, où qu'on soit, on a des moyens d'enregistrer de manière assez fiable d'ailleurs. Donc il y a des moyens d'analyse qu'on a aujourd'hui qu'on n'avait pas à une certaine époque. Le point de vue qu'on peut avoir aussi sur le bilinguisme, et le quatrième facteur qui est mentionné ici, tient au fait qu'on s'est souvent cantonné à analyser certaines situations sociales plutôt que d'autres. Alors si on s'intéresse aux migrants, à certaines migrations, et pas à d'autres situations de migration, d'autres situations de contact de langue ou de plurilinguisme, évidemment, on va obtenir, alors tout à l'heure la directrice adjointe disait, deux langues c'est parfois un plus, parfois un moins, quelque chose comme ça, c'est vrai. Alors si on s'intéresse de façon privilégiée à une situation plutôt qu'à une autre, alors on peut réduire très vite le plurilinguisme à un certain nombre de considérations. Donc la démarche sociolinguistique, évidemment, est très importante. Alors voilà un peu comment on peut situer ce discours finalement un peu isolationniste et comptable sur le plurilinguisme avec son orientation idéologique vers une considération assez quand même négative du bilinguisme. Ce discours a beaucoup changé, alors effectivement parce que les moyens de la recherche, les outils de la recherche et les orientations de la recherche se sont modifiés. Alors ici je cite deux ouvrages, un de Battens-Beardsmore, qui montre par exemple comment cette perception a évolué au XXe siècle, et en gros que c'est dans les années... Alors il dit, quand j'ai commencé à faire mes recherches, bon, c'est quelqu'un qui est à la retraite depuis quelques années, on avait encore ces discours assez négatifs sur le bilinguisme, c'était les années 60-70, progressivement ça a changé, et aujourd'hui on en parle plutôt en termes de bonus cognitif ou bonus intellectuel. Donc il constate cette évolution, hein, et puis il la documente. Vous avez aussi François Grosjean, qui est bien connu dans le domaine du bilinguisme en tant que psycholinguiste, qui dit dans l'introduction d'un de ses récents ouvrages, qui dit en gros, voilà, il y a un certain nombre de mythes qui tournent encore autour du bilinguisme et du plurilinguisme. Il en cite un certain nombre. Alors je ne vais pas les parcourir ici avec vous, simplement gardez-les, je pense que le PowerPoint va rester, enfin il sera accessible en tout cas, je le diffuse volontiers. Ces différents mythes, on peut se demander dans quelle mesure ils existent encore aujourd'hui, dans quelle mesure on les attend, on les entend, dans quelle mesure on travaille avec ces mythes. Hein. Mais bon, le premier, effectivement, est hérité de cette perspective bloomfieldienne, structuraliste. En gros, le bilingue, c'est celui qui a une maîtrise égale de plusieurs langues. Le bilingue, c'est celui qui a acquis ces langues dans l'enfance ou depuis l'enfance. On l'entend quand même assez souvent. Code switcher ou changer de langue, c'est en gros une paresse des bilingues. En gros, on peut faire mieux, quoi. Hein. Donc, les bilingues sont des personnes qui ont une personnalité éclatée. De là à dire qu'ils ont des troubles identitaires, c'est pas loin, mais certains continuent à le dire. Mais c'est assez constant. Alors ça peut toucher la langue, ça peut toucher l'identité, ça peut toucher le passeport. Moi qui ai 2 passeports, on m'a combien de fois demandé quand j'étais à l'école, si tu devais en laisser un, ce serait lequel? Bon, alors le fait qu'on vous pose la question vous met face à une question qui peut-être ne fait pas sens pour vous. On n'a pas forcément envie que ça fasse sens, cette question. Mais la société vous met face à ce genre de questions. Alors quand on est gamin, on est presque obligé d'y répondre. Aujourd'hui, je me dis quelle bêtise d'essayer d'y répondre. Mais on est face à ce genre de choses. Hein. Donc voilà, il y a aussi par exemple la question de pour élever un enfant bilingue, il faut utiliser l'approche. Il parle d'approche, une personne, une langue. Ça, c'est quelque chose qui peut être largement documenté. Il y a eu l'année passée un colloque sur Ronja
à Toulouse, hein, dont on a fêté le 100e anniversaire, en tout cas de sa première thèse. Il avait fait 2 thèses. Et on lui doit, à Ronja et Gramont aussi, ce principe, cette approche une personne, une langue. Et quand on regarde ce que disait déjà Ronja il y a 100 ans, le contexte est déjà tout différent. On ne peut pas simplement 100 ans après. Il est dans le contexte qu'évoque André Tabouret-Keller, avec des discours de nocivité, où il fallait démontrer à l'idéologie dominante que peut-être on pouvait quand même élever un enfant de façon bilingue sans le tuer. Hein, donc il fallait déjà le démontrer. Alors il a utilisé cette méthode aussi pour créer un cadre expérimental. Ronja lui-même, j'ai relu vraiment en détail sa thèse, montre qu'il y avait de toute façon chez l'enfant des passages à un certain moment d'une langue à l'autre, qui rencontraient des interlocuteurs qui, eux, parlaient les 2 langues. Il montre qu'il y a une autre famille qui est un peu dans la même situation, avec, je ne sais plus si le père qui était francophone, la mère germanophone, chez Ronja c'était le cas, mais il parle d'une autre famille avec un enfant un peu du même âge, qui n'ont pas respecté cette méthode une personne, une langue, et où la fille a développé en gros les mêmes compétences linguistiques. À l'adolescence, elle avait des compétences phonologiques un petit peu moins bonnes que le fils Ronja, mais pas beaucoup, un peu moins bonnes, mais elle avait un sentiment bilingue, comme il l'appelle, un sentiment de bilinguisme, une conscience du bilinguisme plus forte et plus vite que le fils Ronja. Donc il y a des nuances, si vous voulez. Et Ronja dit, par exemple, il n'a jamais parlé d'un principe, mais d'une méthode. C'est une méthode, c'est un choix d'organisation qu'on peut faire, qu'on fait plus dans le précoce d'ailleurs, pour un certain nombre de raisons, etc. Bon. Mais tout ça est très présent. Hein. Je vois en Suisse, l'idéal de l'éducation bilingue en Suisse, quand on le fait au précoce par exemple, c'est d'avoir un enseignant natif en allemand, un enseignant natif en français par exemple. Si en Alsace c'est parfois le cas, mais on y arrive, en gros on n'y arrive pas toujours. Donc on se dit bon, ben, on n'a pas suffisamment de natifs, donc on va prendre parfois à contre-cœur un enseignant qui sait bien l'allemand mais qui n'est pas forcément natif. Et puis alors si vraiment on n'a pas 2 enseignants qui sont capables, bon, je ne vais pas aller trop loin dans le sujet, mais de se partager la classe, parce que partager une classe au primaire, ce n'est pas la norme, en tout cas en Suisse. Ici en France, je crois que c'est très souvent un même enseignant qui assume sa classe. Donc partager sa classe, ce n'est pas forcément évident. Donc dans le cas où on n'accepte pas de partager sa classe, donc on n'aura pas 2 enseignants avec 2 langues qui pourront intervenir, alors on pourra embaucher un enseignant qui passe d'une langue à l'autre, mais c'est un petit peu la 3e solution, si vous voulez. Alors, c'est intéressant parce que maintenant, il y a des projets qui montrent que cette 3e solution est très intéressante, produit des choses autant intéressantes, voire plus que la première solution. Mais dans les représentations, ces choses-là, ces mythes, sont encore tout à fait importants et en pouvoir organisateur, en tout cas, dans l'école. Donc, voilà. Mais progressivement, en tout cas, le fait qu'on puisse dire qu'il s'agit de mythes aujourd'hui, du point de vue de la recherche, c'est quand même un pas considérable. Alors que ces mythes existent, c'est tout à fait normal aussi, mais qu'on puisse en parler comme des mythes ou des choses en tout cas qui sont négociables, c'est déjà un progrès tout à fait important. Alors aujourd'hui, une des définitions qui fait référence dans les recherches sur le plurilinguisme, en tout cas pour l'Europe, c'est cette référence qui est justement importante dans les travaux du Conseil de l'Europe, qui a été reprise dans plusieurs documents, qui est reprise aussi dans le cadre européen de référence pour les langues. Alors, je vais quand même juste la parcourir avec vous parce qu'on voit bien en quoi il y a une réflexion complexe derrière cette définition et des articulations qui sont quand même tout à fait modernes. On désignera par compétence plurilingue et pluriculturelle la compétence à communiquer langagièrement et à interagir culturellement possédée par un acteur. Alors, qui maîtrise, j'ai souligné, à des degrés divers plusieurs langues, et a à des degrés divers l'expérience de plusieurs cultures, tout en étant à même de gérer l'ensemble de ce capital langagier et culturel. J'ai pas... Bon, le L est souligné, mais pas en gras, ce qui est un vrai problème. Mais en gros, il y a 2 choses qui sont capitales, c'est-à-dire qu'on reconnaît quand même dans cette définition qu'il y a des ingrédients. Le plurilinguisme, ce n'est pas une espèce de mélange, dilution totale des langues, parce qu'il y a bien des ingrédients, il y a bien des langues derrière le plurilinguisme, il y a bien des maîtrises, il y a bien des ingrédients qui viennent du français, du catalan, de l'allemand, de l'anglais, etc. Ces ingrédients, alors, ils sont identifiables, mais premier élément, ils n'occupent pas la même place dans la compétence plurilingue. Les plurilingues, s'ils sont plurilingues, c'est qu'ils n'ont pas besoin de leurs différentes langues pour les mêmes raisons, dans les mêmes circonstances. Si les mêmes langues nous servent à faire la même chose avec les mêmes personnes, une langue suffit. Hein, on n'est quand même pas complètement
disons, déraisonnable, une langue suffirait. Les plurilingues, en général, ont besoin de leurs compétences plurilingues dans des circonstances variables. Donc, leurs langues au pluriel interviennent de manière variable, sont maîtrisées de manière variable. Donc, il y a bien plusieurs langues, plusieurs ingrédients, plusieurs cultures, mais leur degré de maîtrise peut varier. Premier élément. Deuxième élément, le plurilingue est capable de gérer l'ensemble de ce capital, qu'on appelle souvent ce répertoire. Hein. Et tout ça est relativement intéressant. Et c'est pour ça que dans cette définition, on a l'idée du plurilinguisme comme une compétence plurielle, complexe, qui inclut des compétences singulières. De nouveau, il y a bien des éléments singuliers. Si je reprends cette dialectique entre séparation-fusion, il y a bien des éléments séparables, si vous voulez. Il y a des langues, des ingrédients singuliers, mais il y a aussi quelque chose qui les intègre dans une compétence articulée, plurielle, complexe. C'est un peu la même chose qu'on aurait chez un musicien. Quand on dit un musicien, d'ailleurs les grands musiciens ou les musiciens souvent jouent plus d'un instrument. Ils peuvent chanter, ils peuvent être violoncellistes, jouer de la basse, être au piano et à l'orgue. Alors très souvent, quand ils ont plusieurs instruments, ils ne les maîtrisent pas de la même manière, ils ne les utilisent pas dans les mêmes circonstances, mais tous ces instruments renforcent leur caractère de musicien. Fondamentalement, ils sont musiciens. Fondamentalement, on est plurilingue, mais on n'a pas forcément le même accès aux différents ingrédients qui composent ce plurilinguisme. Donc cette définition me semble tout à fait intéressante parce qu'elle associe ce pôle de la séparation. C'est un terme un peu pas très heureux, mais enfin voilà, il est au moins clair. Et ce pôle de l'intégration de la fusion. Ils restent quand même valides, finalement, valables dans cette définition, mais ils sont articulés. Alors voilà, j'ai fini ce premier volet sur le plurilinguisme, sa définition, ses représentations, pour voir un petit peu dans quel espace on bouge. Et maintenant, j'aimerais arriver sur la question de la didactique du plurilinguisme. Donc, comment finalement certaines conceptions du plurilinguisme, et notamment des représentations et des recherches récentes sur le plurilinguisme, interviennent sur le terrain de l'éducation. Donc vous avez peut-être entendu, mais pas toujours, cette notion de didactique du plurilinguisme, qui est très européenne, très francophone, très germanophone aussi. Mehrsprachigkeitsdidaktik, c'est très... puis les recherches en didactique du plurilinguisme sont très présentes dans le monde anglophone. Elle est un peu moins anglo-saxonne ou anglophone, disons, cette notion, mais de plus en plus aussi de didactique du plurilinguisme, c'est-à-dire qu'on a à un moment donné, je crois, inventé cette notion de didactique du plurilinguisme parce qu'on s'est rendu compte que sur le terrain de l'éducation, on menait un certain nombre d'expérimentations, on mobilisait un certain nombre d'approches qu'on ne pouvait pas enfermer dans la didactique des langues. Pourquoi ? Parce que ces approches ne portaient pas sur une langue en particulier ou ne portaient pas que sur une langue. Donc quand on fait de la didactique des langues, en général, ou quand on est formé en didactique des langues, en général, on va s'occuper d'une ou de plusieurs langues, mais de manière isolée. On peut être prof d'allemand et d'anglais, enfin je ne sais pas si c'est possible ici, mais enfin c'est possible en Suisse en tout cas et dans plusieurs pays. On peut être prof de plusieurs disciplines, mais on n'est pas en même temps l'un et l'autre. Et on est formé pour l'allemand et pour l'anglais, pour l'un et ou pour l'autre, mais ces deux objets sont considérés comme séparés, interviennent dans des espaces séparés. Donc on reste dans la didactique des langues quand on sépare. La didactique des langues, clairement, sépare. La didactique du plurilinguisme crée finalement des rapprochements, des intégrations entre différents enseignements de langues et de disciplines. Alors, didactique du plurilinguisme, on peut trouver l'idée d'approche plurielle chez Michel Candelier. Il y a beaucoup de nuances, si vous regardez ce qui s'écrit. Pas toujours la même chose, approche plurielle, didactique du plurilinguisme, on parle de didactique de la pluralité linguistique, mais tout ça, en gros, recouvre les mêmes réalités. Donc, des approches qui essaient d'approcher plusieurs langues à la fois, ou une langue à partir d'autres langues, ou des langues en lien avec des champs disciplinaires particuliers, et on joue beaucoup sur des contacts entre langues et champs disciplinaires, sur des contrastes aussi, parce que contact, ça peut être l'idée de mettre en évidence des différences, des ruptures, mais on met en contact des différents champs disciplinaires, différents champs linguistiques, et on va justement essayer de promouvoir une approche plutôt intégrative, où on rapproche,
plutôt qu'une approche, comme le dit Pierre Escudé, j'aime bien son image, plutôt qu'une approche tubulaire. C'est-à-dire, il dit en gros très souvent dans l'éducation des approches tubulaires, donc chaque discipline et chaque langue est dans son tube, étanche, et puis il n'y a pas tellement de communication intertube, hein, si on peut dire les choses comme ça, tandis que l'approche en didactique du plurilinguisme, on fait sauter les tubes, pas aller plus loin dans la métaphore. Donc on est plutôt dans des transversalités, comme on l'a dit tout à l'heure. Alors, si on devait essayer d'identifier quels sont les principes fondamentaux derrière cette didactique du plurilinguisme, ensuite je vais quand même rappeler quelles sont les approches concrètes qu'on a dans cette didactique du plurilinguisme, avant de m'arrêter sur 2 approches en particulier. Mais si on parle de didactique du plurilinguisme, c'est qu'il y a bien des liens entre éveil aux langues et enseignement CLIL, par exemple, ou EMIL. Si on peut les ranger. Candelier ne range pas d'ailleurs, range pas le CLIL si facilement dans les approches plurielles. Hein. Alors que moi, oui, mais c'est un petit débat qu'on a. Mais disons, ces 2 choses, effectivement, sont assez différentes. Si certains, dont moi, arrivent à les ranger sur didactique du plurilinguisme, fait qu'il y a un certain nombre de processus caractéristiques communes. Et alors, pour moi, les principes fondamentaux sont de 2 ordres. Alors, il y a un principe du côté de l'apprenant, de l'apprentissage, un principe du côté de l'enseignant ou de l'enseignement. Alors, du côté de l'apprenant, on va considérer, alors c'est pas dit que l'apprenant considère les choses de cette façon, mais on va peut-être travailler avec lui, considérer qu'apprendre une nouvelle langue, seconde, étrangère, une langue régionale, etc., apprendre une nouvelle langue, c'est construire du plurilinguisme. C'est pas du tout dit qu'un apprenant voit les choses comme ça. Je fais de l'anglais, je fais de l'allemand. Mais est-ce que je fais du plurilinguisme? Faire du plurilinguisme, mais dire, est-ce que je construis, je m'occupe de plurilinguisme? Pas forcément. Hein. On fait de l'allemand, on ferme le cahier, on passe à l'anglais. Hein. Donc, alors, comment faire pour que l'apprenant soit amené à considérer qu'il construit du plurilinguisme et qu'il ne fait pas qu'apprendre certaines langues en particulier? Du côté de l'enseignant, entrer dans une approche de didactique du plurilinguisme, c'est un peu entrer dans les ordres. Non, je plaisante. Non, entrer dans une approche en didactique du plurilinguisme, c'est considérer finalement qu'on n'est pas seulement professeur d'une langue ou de langues, mais à travers la langue ou les langues qu'on enseigne, qu'on stimule le plurilinguisme. Non seulement qu'on stimule le plurilinguisme, mais qu'on s'appuie sur un plurilinguisme en construction. Alors, beaucoup d'enseignants, on dit ça, ils disent oui, pourquoi pas, mais je ne pense pas qu'ils soient vraiment convaincus de ça. Voilà, je peux être prof d'ailleurs que d'espagnol. Mais dans mon école, sans doute qu'il y aura d'autres langues enseignées. Si c'est pas, ça dépend du degré auquel on enseigne aussi. S'il n'y a pas d'autres langues enseignées dans mon école ou dans mon cycle, à coup sûr, il y a d'autres langues présentes dans la classe. Donc, est-ce que je considère que quand je m'occupe, et puis quand je m'occupe d'une langue seconde ou étrangère, il y a au moins la première langue de scolarisation, etc. Est-ce que je considère que quand je m'occupe de l'espagnol, qu'il y a au moins le français à côté, qu'il y a peut-être dans mes élèves plusieurs qui savent le portugais, etc. Qu'éventuellement l'italien est enseigné dans mon école. Ou l'anglais, là j'ai pris des langues romanes, ça peut être d'autres langues évidemment. Donc, est-ce qu'on a cette idée-là ? Parce qu'un prof de langue, d'une langue ou de plusieurs langues, a l'idée qu'il contribue au plurilinguisme et qu'il peut s'appuyer sur un plurilinguisme parce que ses élèves deviennent plurilingues, déjà avec la première langue étrangère. Ils le sont déjà souvent au début de l'école s'ils sont dans une situation de migration. Alors ça, dès qu'on valide ces 2 principes, on est dans une approche de didactique du plurilinguisme qui peut être très peu institutionnalisée. Parce qu'un enseignant peut-être d'allemand qui simplement va faire des liens avec l'anglais, sans qu'on lui ait demandé, sans que le manuel le permette vraiment, sans qu'il y ait une évaluation de ce passage de l'allemand à l'anglais, mais s'il le fait simplement parce qu'il développe des outils de contraste entre les langues, il fait de la didactique du plurilinguisme. Alors on ne pourra pas mettre une étiquette institutionnellement, c'est un cours d'allemand, mais enfin il a quand même une démarche de ce type-là. Alors qu'on peut avoir l'inverse, c'est ce que je montrais tout à l'heure, on peut avoir un enseignement dit bilingue, où on sépare un maximum. Hein. Donc ça existe aussi. Alors je vais quand même tâcher d'illustrer un petit peu plus concrètement ce qu'est cette didactique du plurilinguisme. Alors Jean-Claude Beaco et Michael Byram disaient en 2003 que finalement on pouvait distinguer entre l'éducation au plurilinguisme et la formation plurilingue. Dans leur publication, ils ont réédité leur publication en 2007. Ils ont abandonné cette distinction, mais que je trouve
Je comprends bien intellectuellement qu'on l'abandonne, mais je trouve que pratiquement elle est quand même utile. En gros, dans ce qu'on appelle l'éducation au plurilinguisme, c'est des démarches éducatives où on ne va pas forcément former dans des langues en particulier, on ne va pas forcément développer des compétences de communication dans des langues particulières, mais on va sensibiliser à la question des langues. L'éveil aux langues, les démarches interculturelles en font partie, alors que la formation plurilingue va vraiment mobiliser des compétences dans différentes langues. C'est le cas du EMIL, c'est le cas de la didactique intégrée, c'est le cas de l'intercompréhension. On mobilise des compétences dans plusieurs langues pour progresser, pour développer une compétence grammaticale, langagière, dans plusieurs langues, à partir de plusieurs langues. Donc cette opposition, je la trouve quand même assez intéressante, parce que d'une certaine manière, quand on fait de l'éducation au plurilinguisme, on travaille davantage sur les valeurs, les représentations, les prédispositions par rapport aux langues. Donc on va peut-être travailler à justement ce premier principe, comment faire en sorte que pour l'élève, ce ne soit pas juste de l'allemand, de l'anglais, mais qu'il voit un petit peu des liens entre les différentes langues de l'école, de la classe, de sa trajectoire personnelle, alors que dans la formation plurilingue, on va vraiment travailler à développer des compétences langagières, grammaticales, dans différentes langues, qu'elles soient transversales ou non. Donc il me semble que ça draine quand même des approches didactiques qui sont un petit peu différentes. Alors, si j'essaie de voir dans quelle mesure ces différentes approches s'occupent du contact de langue, j'ai envie de dire que l'éducation au plurilinguisme se situe un peu en aval du contact de langue, c'est-à-dire qu'on essaie de vous préparer à accueillir de nouvelles langues, de faire en sorte que de nouvelles langues s'accrochent à des choses qui existent, les interrogent, etc. Donc on est un peu en amont du contact de langue. C'est vraiment une métaphore un peu pratique. Je ne pense pas que scientifiquement elle soit complètement bétonné, mais enfin, ça nous aide à entrer dans la réflexion, alors que dans la formation plurilingue, on travaille vraiment dans le contact de langue, sur le contact de langue. Quand on fait un enseignement bilingue, par exemple, on va utiliser une langue pour certains contenus, une langue pour d'autres, on va créer des passages, etc. Dans l'intercompréhension aussi, donc on est vraiment dans le contact de langue, alors que si on essaie de voir ce qui se passe, ou ce qui se passait, ou ce qui se passe encore avec la didactique des langues étrangères ou secondes, je dirais que la question du contact de langue est non pertinente. Quand on enseigne l'anglais en tant que discipline sans intégrer cette dimension didactique du plurilinguisme, je crois qu'on n'a pas du tout en tête l'idée que le contact de langue a une certaine pertinence. En général, on est plutôt en aval du contact de langue. C'est-à-dire que le contact de langue, c'est le problème de l'élève. Évidemment que l'élève qui apprend l'anglais, pour lui, c'est peut-être la troisième langue ou la quatrième. Si je reviens à ce que j'ai dit tout au début, en suivant Bernard Pie, il va forcément mettre en contact ces langues, en créant des ruptures, en créant des liens, mais il va forcément les mettre en contact. Mais l'enseignant d'anglais, d'allemand, etc., vient après, d'une certaine manière. Donc il vient en aval, le contact, ça peut être le problème de l'élève, mais ce n'est pas un problème de la classe. Donc on voit bien que la place du contact n'est pas forcément la même dans ces différentes approches. Alors je vais juste maintenant essayer de lister. Alors il n'y a pas une liste finie de ces approches en didactique du plurilinguisme, et puis même la dénomination de ces approches peut varier, mais j'en ai évoqué quelques-unes de manière aussi assez pratico-pratique, en disant finalement, si on reprend cette métaphore du contact, il y a plusieurs façons de tourner autour du contact de langue. Alors on peut, alors j'ai repris tenir compte du contact, vers le contact, à partir du contact, avec le contact, ce qui me permet de classer un certain nombre d'approches de manière un peu, je dirais, pratique, sans qu'elle soit complètement scientifique, cette typologie. Mais en gros, ce qu'on peut faire, et c'est peut-être la première étape, c'est enseigner une langue en particulier en tenant compte du contact de langue. Ça, c'est ce qu'on appelle la didactique intégrée, intégrative, coordonnée, etc. Donc on peut, c'est ce que je disais tout à l'heure, un enseignant d'anglais, d'allemand, d'espagnol peut continuer à enseigner dans sa classe, dans ses mêmes formats, dans son même espace-temps, avec des manuels qui sont faits exclusivement pour l'allemand, l'anglais, etc. Mais il peut éventuellement aussi tenir compte du fait que d'autres langues sont enseignées, que d'autres langues sont mobilisées chez les élèves pour créer des zones d'appui, de réflexion entre les langues. Et c'est déjà une forme de didactique du plurilinguisme qu'on appellerait didactique intégrée. En Suisse, on encourage beaucoup les enseignants, les écoles à faire ça. Par exemple, en Suisse. La Suisse est compliquée surtout ces temps, mais disons que si je prends pour Genève toute la Suisse romande, la Suisse francophone, tout le monde, le français est langue de scolarisation,
On peut avoir des appuis dans d'autres langues de migration, mais tout le monde commence l'allemand. Après, maintenant, on compte différemment en 5e année, mais on intègre la maternelle maintenant dans le compte. Donc, ça ferait la 3e année du primaire. On commence avec l'allemand et 2 ans après avec l'anglais. C'est encore le primaire. Et alors, ce qu'on essaie de développer avec les enseignants, parce que c'est nouveau, l'allemand existe depuis un certain nombre d'années au primaire, mais l'anglais c'est quand même assez nouveau, de faire en sorte qu'ils amènent l'anglais en tenant compte du fait que depuis 2 ans ils font de l'allemand et qu'ils sont en bonne partie francophones. Donc si vous avez une base de français et d'allemand, pour aller vers l'anglais, il y a quand même un capital. L'anglais est une langue romane pour le lexique, en gros, germanique pour la morphosyntaxe, j'exagère un peu, mais disons, en tout cas, quand on a l'allemand et le français, on peut déjà faire un bout. Hein. Et c'est pas du tout gagné. Alors on essaie de faire en sorte que les nouveaux manuels en tiennent compte. Alors, on fait des cahiers des charges en disant, voilà, un éditeur doit tenir compte de ça. Les éditeurs ne savent pas le faire. Ils nous disent, oui, bon, ouais. C'est un cahier des charges quasi impossible à tenir pour un éditeur si on lui dit intégrer des éléments d'autres langues, etc. Ils sauront de plus en plus le faire, mais c'est un vrai problème. Hein, j'ai été pendant des années, j'ai présidé le groupe de référence pour les langues étrangères en Suisse romande, donc l'organe de politique éducative, et on faisait ces cahiers des charges. Et je vous dis, c'était vraiment un problème. Donc ça avancera progressivement. Mais quand on fait ça, on est déjà dans un bout de plurilinguisme. On n'a pas révolutionné le système scolaire, mais on a intégré quelque chose du plurilinguisme. On peut travailler vraiment en direction du contact de langue, en préparant, en travaillant sur les représentations. C'est ce qu'on appelle l'éveil aux langues, ça a été mentionné tout à l'heure, la pédagogie interculturelle. On peut travailler à partir du contact de langue. On mobilise plusieurs langues, souvent plus ou moins voisines, pour essayer de travailler des compétences transversales. C'est ce qu'on fait dans l'intercompréhension, c'est ce qu'on fait dans la didactique des langues voisines, où on se dit, ben, finalement, si on travaille l'espagnol pour des personnes qui ont déjà eu l'italien et qui sont francophones, peut-être qu'on peut travailler différemment. Hein. Donc, on tient compte de ce contact pour essayer de l'exploiter. Ces approches intercompréhensives, aujourd'hui, dépassent la question des langues classiquement voisines. Il y a des très beaux projets avec espagnol et anglais, par exemple, et français. Alors, on reste encore dans des langues relativement voisines. Hein. Mais disons que bon, ce genre de démarche présente un intérêt et se développe quand même passablement. J'aurai un tout petit exemple tout à l'heure. Et on peut enseigner évidemment avec plusieurs langues qui vont entrer en contact. C'est le cas de CLIL et MIL, l'enseignement bilingue. Mais là aussi, on verra que ce contact, il peut être plus ou moins exploité. Mais disons, de fait, il est là. Alors, il y a plusieurs mécanismes fondamentaux derrière ces différentes approches de didactique du plurilinguisme. Il y a celui de la contrastivité. Je crois que dans tous les cas, justement, on est appelé à mettre en contact et du coup en contraste, hein, de nouveau, fusion, séparation, plusieurs langues et à interroger les contacts entre les langues. Je crois que partout, on est amené à le faire. Ce n'est pas dit qu'on soit tellement guidé pour le faire, mais en tout cas, on est amené à le faire. Ensuite, peut-être qu'on a ce processus d'intégration, ce serait une étape peut-être un petit peu ultérieure. C'est pas dit qu'on ait dans toutes les approches l'idée qu'on puisse intégrer des apprentissages les uns aux autres, mais potentiellement ce processus d'intégration est possible. Et puis, dans certaines de ces approches, on va vraiment mobiliser différentes langues comme langue de communication, comme langue de travail, en passant de l'une à l'autre. Mais ça, ce n'est pas toujours le cas dans les différentes approches. Alors, j'aimerais juste maintenant m'arrêter. Alors, j'irai sur l'enseignement bilingue, mais j'aimerais juste évoquer assez rapidement l'intercompréhension, parce que finalement, je disais, ces approches, leur désignation peut varier, leur catégorisation peut varier, et bon, il n'y en a pas forcément 5, 6 ou 7, ça va se développer. Leurs frontières ne sont pas étanches. Et là, j'ai intégré ce petit exemple, parce que ce n'était pas forcément prévu au début, mais enfin bon, voilà, je me disais que ce n'était pas inintéressant. L'intercompréhension qui, justement, a produit beaucoup de recherches et même de matériaux didactiques, soit numériques, soit papier, pour les langues romanes notamment. L'intercompréhension a souvent été quand même confinée toujours dans le domaine des langues. Alors ça, c'est du plurilinguisme parce qu'on travaille effectivement...
on fait de l'espagnol pour des gens qui ont déjà des langues romanes, etc. Mais on est toujours langue. Et progressivement, on a amené aussi l'intercompréhension sur des champs disciplinaires, en se disant qu'on peut travailler avec ces méthodes d'intercompréhension. Donc, là, c'est un exemple de langue romane, avec plusieurs langues romanes, mais en travaillant sur des contenus disciplinaires. Alors, un des très beaux exemples, je trouve un des très belles achèvements, en tout cas, dans ce domaine de l'intercompréhension, c'est le projet et le manuel Euromania. Je ne sais pas qui le connaît, je pense que plusieurs le connaissent. Pourriez juste vous manifester que je sache si je... Ouais, peut-être pas trop. Hein. Donc, Euromania, qui a été développé surtout autour de Pierre Escudé à Toulouse, mais c'est un projet européen. On trouve d'ailleurs les fiches, les activités pédagogiques en ligne, et c'était tout à fait intéressant, où là, on travaille, si vous voulez, à partir de cette langue romane, au primaire, pour des élèves de 8 à 11 ans. Dans des contenus, vous avez 20 fiches ou 20 dossiers qui touchent les mathématiques, les sciences, l'histoire, etc. Donc des contenus qu'on travaille au primaire, mais qui sont abordés à partir de documents dans différentes langues romanes. Alors c'est assez intéressant parce que ça vous permet de découvrir des choses sur les langues. Alors ils ne vont pas évidemment être locuteurs de 8 ou 7 langues romanes après une année scolaire. Ils vont développer sans doute des compétences plurilingues, c'est certain. Des ingrédients de compétences dans ces 7 langues, c'est certain aussi. Une plus grande conscience du français parce qu'ils auront vu des mécanismes en contraste avec différentes langues, c'est sûr. Mais ce qui développe aussi, c'est peut-être une autre façon de percevoir les contenus disciplinaires. Ça, c'est le point qui n'est pas suffisamment exploré à l'heure actuelle, mais enfin, Euromania date de quelques années, et Pierre Escudé est très conscient qu'il faudrait encore développer des choses. Je dirais, l'enjeu vraiment disciplinaire de cette façon de travailler n'est pas vraiment encore tout à fait explicite dans Euromania, mais je vais juste vous montrer comment on pourrait faire, hein, à mon sens. Alors, si vous prenez la première, je vais aller assez vite, mais quand même une petite illustration. Le premier dossier que vous trouvez sur le net, c'est un dossier de sciences. Vous avez le titre avec une illustration, vous avez une grenouille comme illustration, il y a marqué science dans cette langue, etc. Et j'aurais pu vous le montrer, mais enfin, ça me prendrait trop de temps parce que quand je suis sur ce dossier, je n'arrive pas à m'arrêter. Et donc, ce premier dossier s'appelle le mystère du mormoloque. C'est joli parce que ça fait un peu monstre du Loch Ness, etc. Ça fait mystérieux. Mais en même temps, ça sonne assez français, ce mormoloque, c'est vrai, ça pourrait être du français, mais tous les francophones savent que ce n'est pas du français. Il est mis entre guillemets d'ailleurs. Donc il y a déjà un lieu, il y a une instance de plurilinguisme en mormoloque. Alors ceux qui savent le roumain auront tout de suite compris, mais ils ne le comprennent pas tout de suite les élèves, parce qu'il faut attendre 5 activités pour qu'ils voient le roumain intervenir, où ils vont voir le mot mormolocul, qui veut dire le tétard. Hein. Mais vous voyez, c'est très opaque. Le tétard est très opaque, il est très transparent biologiquement, mais il est très opaque parce que justement, vous verrez pourquoi. Alors, je prends juste une activité. Alors, vous avez une première activité en italien, une deuxième activité qui est en portugais. Alors, par exemple, vous voyez, là, les élèves doivent relier les bébés aux parents, les petits aux parents, de différents animaux. Hein. Alors, l'activité, ils peuvent la faire, la consigne est en portugais, mais ils n'ont pas besoin de comprendre le portugais pour savoir ce qu'il faut faire, et puis l'enseignant peut évidemment, l'enseignant travaillant, là, il y a toujours une langue de référence, ici il travaillera plutôt en français, mais on travaille en français, on comprend assez vite ce qu'il faut faire, on n'est pas ralenti par cette consigne, et donc ils relient les choses. Mais en le faisant en portugais, ils vont quand même être confrontés à des mots en portugais. Alors bébé, bon voilà, c'est relativement transparent. Ils pourront faire des observations intéressantes. Si on avait le temps, on pourrait faire l'exercice ensemble. Qu'est-ce que des élèves peuvent voir ici? Dans le lien entre le petit et le grand. Les dessins valent ce qu'ils valent aussi, mais enfin bon, ils vont voir peut-être qu'il y a parfois un lien linguistique entre le petit et le grand. C'est le cas de quel mot ici? Léon, hein, Léon, et puis Leozinho, hein, qui est, et puis le macaco, macaquinho, d'ailleurs une chanson assez de plage là-dessus, et puis macaco, macaquinho. Alors là, on peut voir effectivement des chorégraphies, enfin, l'élève, sans même comprendre, bon, il sait ce que c'est vu qu'il a le dessin à côté, mais il peut voir, on peut lui faire voir assez facilement qu'il y a un lien. Et puis ce lien, on peut même l'expliquer, c'est-à-dire que le igno en portugais désigne un diminutif. Et puis ça, c'est très productif dans les langues romanes. Alors,
le français, on peut prendre les noms d'animaux, c'est très irrégulier les paradigmes, hein, entre chat, chaton, chien, chiot, lion, lionceau, tigre, tigron, etc. Bon, mais disons, il y a quelques paradigmes qui fonctionnent quand même, mais il y a maison, maisonnette, fille, fillette, là ça marche, etc. Donc il y a le diminutif. Alors le diminutif, c'est déjà, on peut assez vite, dans des différents documents, prendre conscience du diminutif et qu'est-ce qu'il apporte, etc. Ici, vraiment, c'est le petit lion, le petit macaque, etc. Ce qu'on peut aussi voir, ici, c'est qu'il y a des choses, justement, entre le nom du bébé et le nom du grand, qui n'ont rien à voir. Dans quel cas, notamment, le nom du bébé et le nom de l'adulte n'a rien à voir? Alors, pour l'homme, alors je ne vais pas faire un exposé philosophique, mais enfin, bon, pourquoi le nom? Enfin, genre, je ne sais pas si on peut vraiment l'expliquer, mais c'est vrai qu'un bébé et un homme, physiquement, ils se ressemblent quand même. Hein? Mais il y a quand même... ça prend du temps de devenir adulte, hein. Donc chez l'être humain. Ça prend une vie quasiment, mais disons, quand on voit nos enfants, disons en tout cas, ça prend plus que 18 ans. Donc là, c'est maintenant, pour l'autre vraiment, où il n'y a aucun rapport, c'est le tétard. Girino et puis Ara, et qu'on trouve alors... Après, on peut travailler dans le roman, en français aussi, tétard, grenouille, en italien, girino rana, bon, on va prendre quelques exemples, et dans des langues non romanes, anglais, même chose, finnois, même chose, russe, même chose, etc. J'ai souvent fait l'exercice, il y a peu de langues où le tétard, le mot du tétard est proche du mot de la grenouille. Alors, on peut se poser la question avec les élèves, on peut s'arrêter là en se disant, voilà, faire un constat linguistique, fini. Maintenant, on peut faire un début de réflexion suivant leur âge. Disons pourquoi. Ben ici, une chose qu'on voit en tout cas, c'est qu'ils ne se ressemblent pas du tout. Et d'ailleurs, je vais très vite, hein, il y a 20 activités dans ce premier dossier, une vingtaine. Ils vont comprendre progressivement que le centre de cette activité, c'est de comprendre précisément que certains animaux se développent par transformation, par métamorphose. C'est le cas, ça va être centré sur le tétard et la grenouille, hein, c'est tout le dossier. Et en gros, quand il y a métamorphose, ça veut dire qu'en gros, le grand ne ressemble pas du tout au petit. Il y a plusieurs cas comme ça, hein, le papillon, la chenille. Alors je vous dis, je suis capable de parler longtemps de ça, je vais m'arrêter bientôt, mais par exemple, l'hyperonyme entre une chenille et un tétard, ça même les francophones, on ne se pose pas la question, est-ce qu'il y a un nom commun, hein, comme par exemple le tétard, je sais pas, la grenouille et la vache sont des animaux, hein, mais il y a quelque chose de commun entre le tétard et la chenille, par exemple, c'est que ce sont des larves. Le tétard est une larve, la chenille est une larve, etc. Les larves sont justement les bébés d'animaux qui vont évoluer par métamorphose. Ça, c'est un savoir biologique. Et ce savoir biologique, il peut profiter pleinement du fait d'une prise de conscience linguistique qui dit, mais oui, linguistiquement, il y a une trace de cette transformation. Et je pense que c'est vrai. C'est-à-dire que, vous voyez, les langues sont arbitraires, mais bon, pas complètement non plus. C'est-à-dire qu'il y a quand même... Quand un objet est très différent d'un autre, vous pouvez observer, les mots sont très différents aussi, hein, entre eux. Et c'est assez intéressant. Alors, vous voyez, vous pouvez faire ce travail-là. Vous pouvez faire un travail interlinguistique pour se dire, vous voyez, vous avez vu ça, vous avez vu girino en portugais, girino en italien, vous avez vu tétard en français. À un moment donné, on peut se dire, mais pourquoi macaque, macaco, c'était très proche, et tétard et girino, c'est très éloigné. Alors, il n'y a pas toujours une raison, mais... les gens qui savent le portugais ou les gens qui savent l'italien, girino, on peut dire, oui, il y a girare dedans. Girino, il fait des petits tours sur lui-même. Et puis on peut dire aux francophones, mais même, moi je le fais des fois avec mes étudiants à l'université, vous êtes demandé pourquoi on disait tétard, est-ce qu'il y a une raison? Il n'y a pas toujours une raison, mais là il y en a une. Dans tétard, il y a tête. Et puis le suffixe arc, un peu grossier, un peu péjoratif, une grosse tête. Hein. Donc le français désigne la morphologie, l'italien désigne la cinétique, un petit peu, une caractéristique du tétard. On peut passer au catalan ou à l'occitan, où on dit Cap Gros. Et Cap Gros, alors ça peut sembler très peu transparent par rapport au français, phonétiquement, hein, mais ça veut dire la même chose. Cap, qu'on retrouve dans capital, capitaine, etc. La tête, grosse, ben gros, hein, grosse tête. Hein. Donc, rien que sur une petite chose comme ça, alors évidemment, on ne fait pas tout au même moment avec les mêmes élèves. Mais à plein d'endroits, on peut croiser les langues par leur contraste, par leur transparence. À plein d'endroits, on peut mettre ces langues au profit ici de savoir disciplinaire. Et ça, c'est quelque chose d'assez productif. Alors, je vais maintenant en arriver à l'enseignement bilingue, et je vais faire une vingtaine de minutes et j'aurai fini.
L'enseignement bilingue, où je m'arrête un petit peu plus, alors, qui recouvre aussi des réalités assez variables, mais en gros, on pourrait dire que l'enseignement bilingue consiste à utiliser une discipline linguistique. Moi, je dis discipline dite non linguistique, mais je ne vais pas trop exposer pourquoi ici. Ben justement, parce que les disciplines ont toujours une dimension linguistique, hein, on vient de le voir. Donc, essayer d'utiliser ou de profiter de l'enseignement de disciplines non linguistiques pour intégrer des langues étrangères, secondes. J'aurais dû ajouter régionales, d'ailleurs je l'ai ajouté après, dans ces disciplines. Donc, on dispense une partie des contenus dans une autre langue que la langue première de scolarisation. Alors, quand on fait de l'enseignement bilingue, évidemment, il y a deux phénomènes attendus ou deux phénomènes impliqués. Le premier, c'est une intégration. Alors, j'ai ajouté supposée, hein, parce que bon, il y a une intégration supposée, ça c'est moi qui le dis, mais une intégration entre des enjeux linguistiques et des enjeux disciplinaires, d'où l'acronyme de CLIL, hein, Content and Language Integrated Learning, qu'on utilise beaucoup en Europe. EMIL en français, hein, enseignement de matière par l'intégration d'une langue étrangère. EMIL en plus évoque Rousseau, l'éducation, donc CLIL n'évoque que CLIL. Donc il y a... mais enfin, c'est comme ça. Mais disons que là, il y a quand même quelque chose d'assez intéressant, mais dans les deux cas, il y a l'idée d'intégration. Donc il y a bien cette idée d'intégration. Maintenant, je ne pense pas qu'elle soit forcément réalisée suivant comment on enseigne. Mais il y a une idée d'intégration entre des langues et des disciplines, des savoirs linguistiques, des savoirs disciplinaires. Il y a maintenant l'idée, justement, que la question que j'ai mise, quelle intégration effective il y aura? On va prendre un ou deux exemples. On va prendre deux exemples, en gros, où il y a deux choses complètement différentes. Il y a ensuite une intégration de fait, qui peut être assez largement ignorée aussi, mais de fait, pour l'élève en tout cas, entre la langue d'enseignement, qui peut être une deuxième langue, une langue étrangère. Moi, quand je mets L1+, ça m'est arrivé d'écrire ça, c'est pour désigner les langues régionales. Je ne vais pas développer parce que je pense que les langues régionales, enfin, avoir deux casiers, la langue de scolarisation et les langues secondes étrangères, je pense que c'est pas forcément convenable. Les langues régionales sont en appui, en prolongement souvent de la langue de scolarisation, de la langue dite première. Elles ont parfois un statut didactique de langue seconde, évidemment, mais la langue première aussi n'est pas toujours la langue, souvent pas première des élèves. Donc je pense qu'on aurait intérêt à avoir un grand casier des langues et puis après travailler. Mais ça, c'est un autre problème. Mais disons que bon, il y a des langues régionales, les langues secondes étrangères qui peuvent intervenir, et elles interviennent toujours aux côtés d'une langue de scolarisation qui est toujours là, bien évidemment. Hein, il ne s'agit pas de l'évacuer, et d'autres langues éventuelles dans le répertoire des élèves. Alors, il y a, j'y reviens, une intégration de fait, au moins pour les élèves, parce qu'ils ne vont pas pouvoir et vouloir isoler complètement, même si on le fait travailler dans des tubes, comme disait Pierre Escudero, il ne va pas vouloir isoler tout ça. Mais la question qui se pose, c'est dans quelle mesure l'enseignant, la stratégie pédagogique, va rechercher une forme d'intégration entre les langues? Est-ce que cette intégration va passer par des alternances, des moments où on quitte la langue dévolue à la discipline pour aller chercher quelque chose dans l'autre, où on fait des passages d'une langue vers l'autre. Donc, ces deux questions, quelle intégration effective entre langue et discipline, quelle intégration recherchée entre les langues, restent entières quand on considère des enseignements de type bilingue, déclarés comme bilingue, CLIL, EMIL ou autres, parce que ce n'est pas parce qu'on a une deuxième langue d'enseignement qu'on répond de manière homogène à ces deux questions. Et je dirais que pour montrer qu'on ne répond pas de façon homogène à ces deux questions, j'ai essayé de lister avec vous assez rapidement différents modes qui peuvent réaliser l'enseignement bilingue. Parce que l'enseignement bilingue, c'est catégorie quasi socio-éducative ou technique. Maintenant, la façon de le réaliser dans la classe peut être très variable. Et j'ai identifié au moins 3 modes de réalisation de l'enseignement bilingue. Un mode que j'ai appelé unilingue endolingue. En gros, on peut enseigner une discipline non linguistique dans une langue seconde étrangère ou régionale à la manière, enfin, de la même façon qu'on le ferait dans la langue de scolarisation. Ça se fait. Ça se fait quand c'est au primaire, c'est rarement le cas que ça se fasse. Au secondaire, c'est aussi rarement... Bon, ça peut être davantage le cas. À l'université, c'est très souvent le cas. Voilà, je vais engager un prof, un collègue d'Oxford qui vient donner un cours ici un semestre, et le prof donne son cours en anglais. Qui donne son cours en anglais? Bon, on peut discuter. Mais enfin, bon, nous, on a des profs qui viennent donner des cours en anglais, en espagnol, etc. Ok, ça peut se faire. Mais qu'il le fasse comme s'il était à Oxford, ça commence à poser une question. Ce qui n'est pas un problème, mais au moins une question.
est-ce qu'on ne peut pas au moins prendre en compte le fait que ma langue à moi première est peut-être pas la langue partagée de mon auditoire, et majoritairement n'est pas partagée. Alors là, à l'université, c'est très courant. J'entends, je vais donner ma conférence en Honolulu à Singapour, etc., mais comme si je n'avais pas bougé. Donc, bon, alors les étudiants s'en accommodent, mais je crois qu'il y a des vrais... On commence à réfléchir à l'université sur ces questions-là aussi, parce que ça ne va pas de soi. Mais parfois, ça peut être le cas dans le secondaire aussi, où on en... Et parfois, même, comme je disais, si je reviens à cette idée de séparation des langues, parfois, même, on cherche un peu à le faire. Même au primaire, en disant, je vais chercher pour enseigner à Genève un prof de Zurich, parce que, si possible, qu'il ne sache pas le français. Je caricature à peine, parce qu'il ne sera au moins pas tenté déjà de switcher, de passer au français, il ne sera pas tenté de trop... Donc, en gros, on aimerait autant que possible que ça se passe comme à Zurich. Bon, alors c'est vrai qu'il y a quelque chose qui se passe dans une deuxième langue. Pour moi, on est dans le degré zéro des enjeux linguistiques, c'est-à-dire qu'effectivement, vous passez d'une langue à l'autre, mais ça reste une didactique d'une langue, sauf qu'il y en a une deuxième. C'est pour ça que je parle de mode unilingue et endolingue. Endolingue parce qu'on fait comme si la langue ne posait pas problème, comme si elle était partagée de la même façon par tous, puis unilingue parce qu'on fonctionne dans une langue et on ne crée pas de lien avec d'autres. Une deuxième étape peut être de fonctionner de manière majoritairement unilingue, en disant, bon voilà, je suis censé faire mes maths en espagnol, je vais le faire, je ne vais pas passer trop souvent en français. Mais de manière exolingue, c'est-à-dire que je tiens compte que cette langue est une deuxième langue, une troisième, une quatrième, j'en sais rien, mais ce n'est pas la première, qui a des langues à côté. Donc je vais tâcher de piloter ma langue de ce point de vue-là, en accueillant des problèmes linguistiques, en réglant des problèmes linguistiques quand ils se posent. Donc on va ajuster, on va parler différemment, on va traiter la langue quand elle fait obstacle, etc. Donc c'est déjà intéressant. Mais on ne va pas forcément pour autant créer des liens importants entre la langue 2 et la langue 1, on ne va pas forcément créer des liens importants entre la langue et la discipline, mais au moins il y a un début d'enjeu linguistique. Troisième étape, qui serait le mode vraiment bi ou plurilingue, j'enseigne dans une deuxième langue, ça veut dire qu'il y en a forcément au moins une à côté avant, etc. Il y en a souvent même plusieurs. Et j'essaie d'être attentif au fait qu'il y a une autre langue à côté et de créer peut-être des références, de faire référence à cette autre langue de temps en temps, éventuellement de switcher. Je suis peut-être d'alterner. Je suis dans mon cours où on me demande de fonctionner en allemand, mais j'ai des francophones. Peut-être que ça vaut la peine au moins de faire référence au français parfois, et peut-être tout à coup de passer au français parfois. Que ça ne va pas détruire mon cours du point de vue disciplinaire, ni du point de vue linguistique. Et au contraire, on va peut-être, à travers ce travail interlinguistique, peut-être même trouver un gain ou un intérêt pour la discipline. Et quand on passe à ce mode plurilingue, si vous voulez, on crée... Là, j'ai utilisé le terme anglais parce que même moi, je ne sais pas pourquoi je l'ai écrit en anglais, mais ça me sonne assez bien. Parce qu'il y a toujours cette idée de problem solving, la démarche de résolution de problèmes qui est très connue en didactique des langues secondes. Maintenant, il me semble que quand on fait du plurilingue, on peut dépasser cette étape et puis être dans une orientation de problem raising, c'est-à-dire de soulever des problèmes. Dans les passages interlinguistiques, ce que j'ai fait avant, Capgros, Girino, etc., ou dans la question pourquoi tétard est si différent de grenouille, etc., eh ben, on va mobiliser, on va créer des problèmes là où on n'en voit pas, en prenant à la limite, voilà, ok, une grenouille, c'est une grenouille. Mais tout à coup, vous allez faire prendre conscience d'une pertinence linguistique et d'un croisement entre les langues et les disciplines. Et ce n'est pas une question de résoudre des problèmes de communication, parce qu'ils n'ont pas de problème de communication. Un élève à qui on a dit que grenouille, c'est frog, il pourra l'utiliser, j'entends, il peut se contenter de ça. Maintenant, d'essayer peut-être de montrer qu'il y a peut-être un problème à interroger, là, c'est la démarche que moi, j'inviterais à faire si on veut entrer plus pleinement dans le plurilinguisme et dans ces formes, justement, de rapprochement de langue et de discipline. Alors, je prends deux exemples, et après, j'arrive à la conclusion. Le premier, c'est les deux de l'enseignement bilingue. Alors, ces deux exemples qui sont au secondaire ou supérieur, parce que, bon, mon exemple, le Romania, était plutôt au primaire, mais enfin, bon, on a le temps qu'on a. Mais ici, c'est un exemple qu'on avait eu en Suisse, dans une filière bilingue au niveau du lycée. C'est un cours d'histoire, et l'enseignante utilise l'anglais, langue 2, et ils sont en train d'aborder le sujet des groupes sociaux dans les temps modernes, donc ils vont parler de l'agriculture, des paysans, etc. Et elle commence son cours, l'enseignante, en disant, bon, vous avez
déjà plusieurs bonnes idées, etc. Vous n'avez pas besoin de prendre des notes tout de suite, on va discuter, c'est une espèce de brainstorming autour des groupes sociaux. Et elle dit, c'est moi qui ai mis en gras ici, aux élèves, j'ai déjà écrit un mot au tableau. Le mot qu'elle a écrit au tableau, c'est harvest en anglais. Alors, si elle l'a écrit au tableau, c'est pourquoi, vous pensez? Parce que alors, ils vont parler en anglais tout le cours, donc pourquoi harvest? Elle a écrit un mot au tableau au début du cours. Bon, il aura sans doute une pertinence pour son contenu, ça j'imagine, ça va être le cas, mais surtout, c'est un mot qu'elle imagine non connu des élèves, et en plus peu transparent. C'est vrai qu'on n'entend pas souvent, moi je l'ai découvert très tard, ce mot en anglais, parce qu'on peut vivre sa vie sans savoir que récolte se dit harvest. Hein. Mais alors, un élève qui voit au début de la leçon le mot harvest au tableau, dit tout de suite la récolte. Réflexe, hein, vous le dites, puis vous verbalisez en français la récolte. Ce qui rend sans doute service à pas mal d'autres élèves qui ne l'avaient pas compris. Hein. Alors l'enseignante va tout de suite dire « Don't say it in French ». Ne le dites pas en français. Elle dit d'ailleurs « Don't translate hein, ». Vous pouvez expliquer le mot, ne traduisez pas. C'est un principe qu'elle a, cette enseignante. Ne traduisez pas, ne switchez pas. En gros, ça veut dire quoi? Elle a une stratégie de séparation des langues. Je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mauvais. D'ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure, les deux sont utiles pour des raisons différentes, mais clairement, c'est cette stratégie-là qu'elle utilise. Et alors, ce qu'ils vont faire, comme elle ne veut pas qu'ils traduisent, qu'elle ne veut pas qu'ils switchent, ils vont essayer d'expliquer ce mot. Alors, évidemment, ça va les faire venir sur les paysans, farmers, etc. Elle va dire à quel moment on fait cette chose, hein, ce harvest, etc. Alors, un va dire, alors je ne vais pas faire toute la séquence, va dire c'est en été, elle va dire oui, c'est pas toujours en été, ça peut être en automne, c'est en automne, notamment ça dépend de ce qu'on récolte, hein, si c'est le grape, si c'est le raisin, ça va être en automne, etc. Bon, une assez longue négociation pour comprendre ce mot harvest, hein, et ça se finit quand même au tour de parole 18, où elle va finir par dire... c'est assez intéressant ce qu'elle dit. Hein. Vous voyez, vous savez tous ce que récolte signifie, il n'y a pas besoin de traduire. Ce qu'on pourrait dire immédiatement derrière, elle fait ça très honnêtement, cette enseignante, et je pense que je n'ai pas à l'évaluer, mais je pense qu'elle fait du bon travail. Mais quand on dit ça, vous voyez, vous savez tous ce mot, on n'a pas besoin de le traduire. La question qu'on peut tout de suite lui poser derrière, est-ce qu'on a besoin de le négocier pendant 3 minutes, si on le sait tous? Qu'est-ce qu'on a gagné, qu'est-ce qu'on a perdu, hein? Là, c'est un peu cette logique aussi, on perd, on gagne. Qu'est-ce qu'on a gagné, qu'est-ce qu'on a perdu? On a gagné sans doute quelque chose du point de vue du travail en anglais, de la curiosité linguistique en anglais, de la capacité de résoudre des problèmes, de paraphraser en anglais. On est dans une leçon d'histoire. On peut dire oui, mais c'est en anglais, l'anglais a une place. L'anglais a une place, mais ici, l'anglais a une place pour lui-même. Et ensuite, je dirais, quand on a réglé ce problème d'anglais, on va pouvoir revenir à nos moutons, d'une certaine manière, revenir à l'histoire. Mais il y a séparation. Alors, il y a séparation de l'anglais et du français, clairement, parce que hein, don't translate, don't say it in French, etc. Et il y a séparation dans le travail linguistique et le travail disciplinaire. Parce que là, le seul bénéfice de ce mot, c'est de se dire, ben, il sera pertinent pour parler de notre contenu. Mais est-ce qu'il y a récupération de ce nom harvest ou récolte, comme on peut récupérer tétard et grenouille, pour mieux comprendre quelque chose des paysans, par exemple? Parce que les paysans sont un des groupes sociaux. C'est pas sûr. Hein. Donc, on a effectivement ici une stratégie d'évitement de la mise en relation des langues, évitement de l'alternance de code, un mode unilingue, exolingue. Exolingue quand même, parce qu'elle traite la langue. Il y a un enjeu linguistique en anglais, mais unilingue, où on voit que la focalisation sur l'anglais va se faire au détriment, en tout cas par évacuation du français, langue première ici, et va se faire aussi contre, d'une certaine manière, au détriment de la discipline elle-même. On voit d'ailleurs qu'elle parle de vocabulary, donc c'est le vocabulaire, la langue intéresse en termes de vocabulaire plus que de termes, de notions ou d'autres choses. Ils doivent noter du vocabulaire, et ce qui l'intéresse, bon, je ne détaille pas ici, c'est l'idée qu'ils vont avoir besoin de ce vocabulaire pour le test, etc. Donc il y a une préoccupation du curriculum, peut-être plus que de la tâche. Maintenant, on est en train de faire quelque chose, maintenant, oui, bon, ben, le vocabulaire, qu'est-ce qui est pertinent ici dans la langue? Elles, c'est le vocabulaire qu'ils doivent savoir pour passer un certain test. Ce n'est pas inintéressant, ce n'est pas forcément du mauvais enseignement. Hein. J'aimerais bien me faire comprendre, mais il faut bien être conscient que c'est un mode particulier d'enseignement et qu'on peut faire de l'enseignement bilingue comme ça,
et on peut le faire autrement. Alors je prends mon deuxième exemple avant d'arriver à la conclusion. Alors là, on est au supérieur, mais j'ai des exemples comme ça au secondaire aussi. Hein. C'est un cours de droit à l'université de Zurich, et ce prof de droit a un séminaire en français qu'il réalise de manière assez bilingue, parce que les étudiants de droit ont tout intérêt à savoir travailler en français quand ils sont à Zurich. De même, à Genève aussi, il y a des cours en allemand et d'allemand pour les étudiants de droit, parce que la Suisse étant un pays multilingue, il y a quand même pas mal, au niveau du tribunal fédéral notamment, il y a pas mal d'arrêtés qui sont rédigés dans les deux langues. Il y a beaucoup de choses en français d'ailleurs. Le tribunal fédéral étant, il est fédéral, mais il est installé dans la partie francophone. Et donc, en tout cas, c'est intéressant de travailler dans les deux langues. Alors, bon, ici, ils sont sur des arrêtés du tribunal fédéral qui concernent notamment les trafics de drogue. Bon, c'est du petit trafic, hein, c'est pas des tonnes de cocaïne, des petites choses, des gens qui cultivent du chanvre et des choses comme ça. Et puis, à un moment donné, les étudiants doivent prendre position, ils lisent ces arrêtés et puis essayer de dire quelle est la gravité du délit, etc. Puis à un moment donné, l'enseignant, et vous verrez pourquoi il le fait, il fait réfléchir les étudiants en leur disant finalement quel est le grand principe inscrit même dans la Convention des droits de l'homme sur la manière dont quelqu'un est traité quand on lui reproche un crime ou un délit. Parce que les étudiants réagissent en disant oui, c'est ci, c'est ça, c'est pas bien, c'est bien. Puis il dit repartons du grand principe qu'il y a dans les droits de l'homme. Et alors, c'est une interaction qui démarre plutôt en français, mais les étudiants connaissent le principe, enfin ils connaissent le nom du principe, je ne suis pas sûr qu'ils le connaissent si bien, mais en allemand seulement. Bon, ils sont majoritairement germanophones, ils vont dire Unschuldsvermutung. Alors, si je vous le traduis d'une certaine manière, on perd toute la saveur de ce qui va se passer, mais je vous le traduis quand même. Non, je ne vous le traduis pas. Alors, ici, alors, le prof, alors c'est un terme qui pose problème, comme dans une classe de langue, comme avant le harvest, qui peut poser problème, comme Girino pourrait poser problème. Et puis, bon, alors, le cours étant plutôt en français, on va essayer d'affronter ce problème. Jusque-là, ça peut paraître exolingue, c'est-à-dire on sait qu'on ne partage pas le français, le prof est parfaitement bilingue, mais les étudiants ont le français comme deuxième, troisième, quatrième langue, c'est une langue de travail, donc ils ont des problèmes avec le français, donc ils ont le terme en allemand, donc on est dans une situation typique de problème linguistique qu'on va résoudre, dimension exolingue. Comment on appelle ça en français? Alors ils vont essayer de négocier ce terme. Alors ils ont identifié assez facilement la première partie du mot, Unschuld, qui veut dire innocent. Donc Unschuld, innocent. Et puis un étudiant suppose que le Vermutung, ça veut dire la preuve. La preuve d'innocence. Ils pensent, Unschuld, ils connaissent assez ce terme. Schuldig, c'est un vocabulaire courant, si vous voulez. Donc ça, ils savent. Puis ils pensent que c'est Vermutung qui va poser problème. Ils pensent que c'est une preuve d'innocence. Puis l'enseignant va dire, non, la preuve, ce serait justement... Alors en allemand, ce serait un autre mot. Parce qu'il dit c'est la preuve d'innocence. En allemand, c'est pas Vermutung. Puis ils vont dire, non, en allemand, c'est Beweis. Et puis alors le prof dit, mais alors la Vermutung, c'est quoi? Si ce n'est pas la preuve, c'est quoi? C'est autre chose. Un étudiant va proposer soupçon. Et tout ça peut paraître un travail de cours de langue, quasiment. On se posera la question à la fin. Et puis il dit, alors c'est ça qui est intéressant. Le prof dit, oui, le soupçon, c'est aussi une Vermutung. Mais une Vermutung... j'ai laissé une... bon. C'est aussi une Vermutung. Mais ce n'est pas du français, parce que... Bon. Mais une Vermutung, eine negative Vermutung. Il dit, là, il est en train de passer à l'allemand. Il dit, oui... Le soupçon, c'est aussi une Vermutung, mais c'est quelque chose par rapport le soupçon, c'est quelque chose de négatif, la Vermutung, pas forcément. Puis là, il passe à l'allemand. On appelle... quand on parle de Vermutung, c'est quelque chose est pas correct, quelque chose ne va pas, quelque chose est négatif, si vous voulez. Puis alors, il essaie de repartir de l'allemand, parce qu'il se dit peut-être qu'en allemand, ça ne va pas de soi non plus. Comment c'est en allemand? Wie ist das auf Deutsch? Alors, ils vont... ah là là... Qu'est-ce que j'ai fait comme problème? Voilà. En allemand, un étudiant va proposer, il va repartir sur Verdacht, donc le soupçon, ils connaissent en allemand. Alors ils le connaissent en allemand. Et le fait de passer à l'allemand permet quelque chose d'intéressant avec le prof, c'est qu'il dit, oui, mais on ne peut pas vraiment parler, imaginez en allemand, parce qu'il y a beaucoup de noms composés en allemand. Si on dit Unschuldsverdacht, on associe ces deux termes.
Ils ont le terme innocent, c'est l'autre terme qui pose problème, qui veut dire soupçon, là ils l'ont trouvé en allemand. Est-ce que ça fait sens de dire un soupçon d'innocence? Mais c'est intéressant, vous voyez, là je crois qu'on sort simplement du savoir langagier qu'on travaille pour lui-même. C'est un vrai travail de prise de conscience de ce qu'on veut dire par là. Est-ce que ça fait sens de dire soupçon d'innocence? Et puis, il dit, même en allemand, il travaille ça en allemand, langue de scolarisation, langue première des étudiants. Est-ce que ça fait sens, hein? Unschuldsverdacht. On a besoin d'un autre mot, on ne peut pas associer ces deux mots, ça ne va pas vraiment bien ensemble. Et alors, ils vont trouver finalement le terme en français qui est présomption d'innocence, qui est un terme un peu technique, hein, mais qui est présomption d'innocence. Et ce qui est intéressant, c'est que bon, la séquence est très longue, ça prend 15-20 minutes, mais à la fin de cette négociation, l'enseignant va revenir vers l'étudiant qui traitait cet arrêté du tribunal fédéral en lui disant, vous voyez, monsieur tel et tel, si vous soupçonnez que le monsieur qui est inculpé dans cet arrêté du tribunal fédéral a accepté plus ou moins que ce chanvre soit utilisé pour des fins illicites, vous prenez peut-être pas tout à fait au sérieux jusqu'au bout la présomption d'innocence. En gros, s'il a fait tout ce raisonnement, c'est qu'il a bien constaté que ses étudiants, par des petites allusions, quand il traite ça, il dit oui, quand même, hein, ce petit trafiquant, il a quand même accepté certaines choses, etc. C'est lui dit, quand tu dis ça, tu as déjà un soupçon. Le soupçon est peut-être assez proche, parfois, de la présomption. Mais une présomption, c'est neutre, le soupçon, ça oriente négativement. Et ça, si vous voulez, c'est un travail évidemment qui est linguistique, mais qui est capital en droit. Le droit fonctionne qu'avec ça, quasiment. On peut condamner des gens avec ça, ou les innocenter. Et ce travail, donc, est intéressant parce qu'il est linguistique, il est juridique en même temps, et il va passer par des croisements entre les langues. Alors, il va s'appuyer sur la L1 parce qu'ils ont plus d'intuition dans la L1, et puis là où ils vont remarquer vraiment, où il y aura le déclic, c'est quand on essaie de se fabriquer de ce mot Unschuldsverdacht, soupçon d'innocence, on va dire c'est vrai que ça ne marche pas, mais ils en sont conscients parce qu'en allemand, ils voient bien que ça ne marche pas. Et du coup, après, ils peuvent revenir sur le français avec cette prise de conscience, interroger différemment leurs intuitions, et ils peuvent revenir sur la négociation qu'ils ont faite en français, parce que le passage à l'allemand a produit quelque chose. Le rapprochement avec l'allemand a produit quelque chose, aussi dans ces différences. Donc cet exemple me semble assez intéressant. Et quand on interroge le prof, on l'a interrogé pour voir un petit peu comment il fonctionnait dans sa classe. Et il nous disait, parce que lui, bon voilà, il enseigne en français, il est prof de droit, il ne s'est pas forcément posé 1000 questions didactiques du plurilinguisme, hein, c'est un prof d'université, mais il nous dit les choses suivantes. Normalement, les règles du jeu que j'ai instituées, c'est qu'on parle en principe le français, et s'il y a des difficultés, enfin, les participants s'expriment en allemand, et puis on cherche la correspondance en français. Ça, c'est quel mode? Exolingue, en gros. On a une langue de communication qui est plutôt le français. Si on a des problèmes, éventuellement, on les règle, etc. C'est le deuxième mode que j'avais identifié tout à l'heure. Mais après, il va plus loin. Il dit, j'ai l'impression que je relativise peut-être plus la manière de penser dans chacun de ces systèmes juridiques différents. La différence est souvent dans la manière de s'exprimer, dans la manière d'arriver à un certain résultat, par des chemins un petit peu différents, qui dépendent, je pense, aussi en partie de la structure de la langue. Donc on voit que ce prof, à mesure qu'il enseigne le droit en français, langue seconde, prend conscience que cette deuxième langue l'amène à travailler différemment en droit. Et donc, il a intégré dans sa manière de travailler un mode quand même bilingue ou plurilingue. Il y a d'autres exemples avec ce prof-là où il sait aussi l'italien, puis c'est une langue officielle aussi, où il mobilise aussi l'italien pour régler un certain nombre de problèmes. Donc voilà, écoutez, moi je crois que je ne vais pas forcément aller, parce que bon, je serais revenu sur des questions d'alternance à partir de là, d'intégration des savoirs, mais je crois que les exemples en disent assez, et puis ce que j'ai dit avant en disent assez. J'aimerais peut-être juste finir par... je finis par deux choses. Je vous rends attentif à une notion qui court beaucoup la recherche depuis quelques années maintenant, qui est la notion de translanguaging, hein, qu'on trouve dans les ouvrages notamment de Ofelia Garcia, mais qu'on trouve aussi dans un ouvrage très récent qu'elle a écrit avec Li Wei en 2013, qui s'appelle Translanguaging, où cette notion montre bien de nouveau c'est le translang, hein, de passage entre les langues, réhabilite ou approfondit un certain nombre de choses qu'on décline sous le terme d'alternance de code ou parfois de marque transcode. On y retrouve des recherches qu'on a en Europe et notamment dans le milieu francophone depuis un certain nombre d'années. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que dans les ouvrages notamment d'Ofelia Garcia, dans son même ouvrage de 2008, qui est très intéressant par ailleurs, il y a plusieurs définitions de cette notion de translanguage. On voit qu'elle est un peu multifacette, cette notion. Elle est riche, puis en même temps, elle pose problème. Parce qu'on voit que ça peut dire... Je vous ai mis les deux extraits, enfin, qui pour moi partent dans deux directions différentes, qui sont peut-être intéressantes à voir l'une et l'autre.
Mais en gros, le translanguaging, ça peut être justement cette pratique pédagogique où on fait des choses dans une langue et des choses dans d'autres. C'est Baker qui disait déjà ça. Hein. En gros, on peut par exemple lire dans une langue et puis travailler ensuite dans une autre langue à partir du même texte. Donc il y a des formes d'alternance, hein, mais où il y a quand même des blocs qui sont dans différentes langues. Mais ça peut, c'est ce que j'appellerais moi, mais je n'ai pas eu le temps de développer, méso-alternance. Et il y a une autre notion de translanguaging qui est le fait, si vous voulez, quand on voit des bilingues fonctionner, comme je disais tout à l'heure, on prend sa caméra, on va dans des communautés, dans certaines communautés bilingues, ou dans certaines situations bilingues, où on mélange beaucoup les langues. On peut parler, par exemple, si vous entendez une personne, par exemple, tunisienne qui parle à quelqu'un de sa famille, il peut, dans le téléphone, passer de l'arabe au français, peut-être du dialectal au classique, etc. Et peut-être encore, si on est au Maroc, peut-être de l'amazigh, etc. Bon, tout ça peut être entre guillemets mélangé, mais intervenir de façon assez homogène dans une conversation, ce qui peut faire dire qu'il n'y a peut-être pas des, comme on le dit en anglais, clear-cut boundaries, il n'y a peut-être pas des frontières nettes entre les langues, et puis que ces passages entre langues ne sont peut-être pas toujours si nets, et que la notion de langue peut même être réinterrogée. Je trouve ça intéressant, mais pas suffisant. Hein, je n'ai pas le temps de développer. Si c'est la seule façon qu'on a de voir le translanguaging comme une espèce de dilution, j'ose à peine dire le terme, de passages qui finissent par ne plus être identifiables, déjà je ne suis pas sûr que ce soit le cas pour le sujet parlant, pas dans certaines situations en tout cas. Et c'est intéressant, mais je pense que c'est bien d'avoir l'autre définition à côté. Parce que de nouveau, vous voyez, vous avez une définition qui est plus dans la fusion, c'est la deuxième, une définition qui est quand même plus dans un maintien de distance, de contraste, qui est la première. Et je crois que les deux sont peut-être co-substantiels. Alors je termine vraiment cette fois avec deux citations que j'aime bien d'un ouvrage de Jean-Marc Lévy-Leblond. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est un prof de physique. Et puis c'est bien de parler de la langue à travers des propos de gens qui ne sont pas des linguistes. Parce que ça commence à de plus en plus être le cas, mais c'est nécessaire. Et lui, un prof émérite de l'université de Nice, et qui est très connu dans son domaine respectif de physique, mais qui dit beaucoup de choses sur l'histoire des sciences, l'épistémologie des sciences et les liens entre science et langue, et entre science et culture. Et puis, il dit deux choses qui me semblent assez éloquentes l'une et l'autre. Il dit, en gros, s'il n'est pas, dans son domaine, s'il n'est pas toujours facile de calculer une intégrale ou de faire un dosage, c'est qu'il est toujours difficile de parler et d'écrire ses pratiques, c'est-à-dire de les penser. Donc, il met en évidence le lien, c'est ma première flèche, qu'il y a toujours un lien entre les objets qu'on enseigne et les discours qu'on mobilise. Et peut-être le premier enseignement qu'on peut tirer de ça, c'est qu'il faut, dans l'enseignement, mettre de la conscience linguistique. Le tétard, ok, mais ce n'est pas juste un moyen de communiquer quelque chose, c'est un moyen d'élaborer quelque chose. Deuxième chose, la domination quasi monopolistique d'une langue, quelle qu'elle soit, inhibe le jeu des mots et des idées, souvent stimulé par les traductions, passages et échanges d'une langue à l'autre. Là, on retrouve cette dialectique de passage. Quand on a plusieurs éléments, plusieurs références, on peut passer, comparer, mais en même temps, ça résiste. Les langues continuent à exister, mais les passages sont privilégiés. Les échanges sont privilégiés. Évidemment, c'est notre préoccupation première quand on s'occupe de didactique du plurilinguisme, mettre du plurilinguisme dans l'éducation, j'ajoute, sans dissoudre les langues. Merci. Donc la parole est à la salle, si vous avez des questions, des remarques, des réflexions. Oui, bonjour, je suis Bruno Baudard, je suis le DARIC de l'Académie de Grenoble, c'est-à-dire les relations internationales de l'Académie de Grenoble. D'abord, je voulais vous remercier pour votre propos, que j'ai trouvé tout simplement passionnant. Donc, merci beaucoup pour ça. Et je voulais apporter quelques témoignages. Dans notre académie, on a mis en place des classes immersion, Émile, bilingue. Les appellations varient, mais en gros, des enseignants enseignent en anglais pour à peu près la moitié du temps à des enfants de classe tout à fait ordinaires. Donc, ça fait plusieurs années qu'on est confronté, évidemment. Alors, un de mes rôles a été d'impulser ce type de projet par la formation d'enseignants qu'on a envoyée notamment aux États-Unis, et aussi d'avoir de la conviction pour essayer de mettre en place ce système dans le but d'essayer de changer pas mal de choses dans cet enseignement des langues, en tout cas au niveau du primaire, avec évidemment une continuité tout à fait possible et envisagée et préparée vers le collège et le lycée. En revanche, un des gros aspects, alors c'est vrai que dans votre diaporama, et vous me permettrez, j'espère, de l'utiliser, parce qu'il y a beaucoup d'arguments qui m'ont manqué,
notamment sur la représentation et la prise de conscience, parce que je pense que c'est vraiment là un des éléments clés, au niveau des parents, au niveau des enseignants et au niveau des corps d'inspection. Puisque ce que vous dites sur la représentation qu'on a de l'enseignement des langues et du plurilinguisme, on le vit à partir du moment où on nous dit que va-t-il se passer quand ils vont passer les tests en français, alors qu'on leur a enseigné tout ça en anglais depuis quelques années. Est-ce qu'on va aller au tribunal administratif parce qu'un enfant aura échoué peut-être à son brevet du collège? Puisque forcément, vous vous rendez compte, on n'a pas rempli notre mission éducative en lui donnant les heures de français dont il avait besoin. Ce qui veut dire que forcément, alors, les résultats, les premières estimations montrent en tout cas, une très très grande satisfaction des parents d'élèves qui, même s'ils avaient été en opposition au projet au départ, finalement finissent par le louer. Mais on a quand même toujours des résistances, parce que la représentation dont vous parlez si bien, je me rends compte qu'elle est présente au niveau des plus hautes instances administratives de l'éducation nationale. Voilà. Oui. Alors, je peux réagir brièvement. Effectivement, je crois que vous faites le constat qu'on fait à presque tous, où on a tendance à isoler les choses, à faire une forme de comptabilité. Et effectivement, ce qu'on enlève, le temps qu'on enlève aux Français, on pense qu'on le perd définitivement d'une certaine manière, alors que on peut amener quelque chose aux Français, et peut-être même de façon plus forte, en faisant des passages par d'autres langues, en travaillant dans d'autres langues. Alors, du point de vue des parents, les parents en général sont plus enthousiastes, mais pas toujours pour les bons arguments. Enfin, entre nous. Hein. Et les parents sont souvent enthousiastes, mais au départ, c'est-à-dire qu'ils veulent des langues, parce que c'est une valeur. Hein. J'ajouterais peut-être souvent marchande, mais pas uniquement. Mais c'est une valeur. Mais parfois, les parents eux-mêmes sont surpris et interrogent. Alors après, ils comprennent comment ça fonctionne, mais il faut aussi assumer les particularités qu'on a dans ce type d'enseignement, parce que je me souviens, je suis en train de travailler depuis quelques années sur le précoce. Des projets ont démarré avec l'allemand dans certaines parties de la Suisse romande, et puis il y a des parents, alors les enseignants eux-mêmes, mais les parents qui parfois se posaient la question, au bout de quelques semaines, ils disaient « Ah, mon enfant, alors, il sait dire Montag, Dienstag, mais il ne sait pas les autres jours de la semaine. Il sait dire grün, vert, mais il ne sait pas dire les autres couleurs, etc. » Et puis, certains enseignants aussi qui faisaient face à ce genre de constat se disaient « Mais si tout à coup ils ont besoin de Montag dans une leçon, pour dire lundi, ben voilà, on va dire tous les jours de la semaine. » Et puis on leur dit « Mais attention, précisément, ce type d'enseignement, alors là c'est une façon de faire, il y en a plusieurs, ne va pas suivre le même type de progression et de logique qu'un enseignement d'une langue, d'enseignement de langue. C'est-à-dire que peut-être, au bout de 2 semaines, ils savent parler d'une zone d'expérience, en disant lundi on est allé cueillir des champignons, ils étaient bruns, mais ils ne sauront pas dire toutes les couleurs, et puis ils ne sauront pas dire les noms de champignons, et puis ils ne sauront pas dire tous les jours de la semaine, parce qu'ils auront fait des expériences avec la langue qui font sens par rapport à des contenus particuliers. Et ça, c'est parfois difficile à accepter, c'est désécurisant pour les enseignants eux-mêmes, en se disant, oui, ils ont des bouts de choses, mais rien n'est vraiment fini. Et puis pour les parents aussi, des fois ils disent, oui, on les entend dire des trucs en allemand, alors ça les rassure, mais en même temps, c'est quand qu'ils seront les jours de la semaine, parce que nous, après 1 mois, on les savait. Mais vous saviez les dire, mais vous saviez rien faire avec ça. Donc non, mais ça reste... Mais c'est de nouveau un peu de la comptabilité, vous voyez, on compte. Et puis, alors ça pose pas de problème. On peut assumer une autre façon de faire dans ce type d'enseignement. Après, se pose la question quand même, alors que vous parlez du brevet, etc., se pose la question des examinations, et par exemple en Suisse, se pose la question du degré scolaire où arrive la langue comme discipline. Parce que quand on commence au précoce, on fait de l'allemand, on fait en allemand, mais à un moment donné, l'allemand arrive comme discipline. Et là, on entre dans une autre logique. Et alors, il faut casser, à un moment donné, il faut intégrer les deux logiques, et puis il ne faut pas, en tout cas, parce que on voit bien que ces élèves qui ont fait du bilingue, ils sont quand même plus performants à plusieurs niveaux dans la langue. Mais suivant le test que vous leur faites passer, ils ne seront pas meilleurs, voire moins bons. Hein. Et à un moment donné, il faut être très, très attentif à ce qu'on teste à quel moment, parce que les progressions et les zones de compétences ne sont pas forcément les mêmes. Et en tout cas, il faut avoir des modes de comptabilité déjà. Il faut sortir d'une certaine comptabilité ou alors compter de manière différente. Hein. Mais ces représentations sont très présentes. Et puis quand on commence à les transformer avec un certain groupe d'enseignants, avec les parents, avec les élèves, on n'a pas forcément fini avec un établissement. La question d'un établissement déjà
Parce qu'un établissement comme un projet bilingue, c'est un établissement en même temps riche et menacé, pour faire bref. Donc ça pose des vrais problèmes d'intégration, de gestion, une filière, un projet de ce type-là, et après au niveau d'une inspection, au niveau d'une région, d'une académie, enfin bon, voilà. Ce qui était peut-être, à mon sens, un peu, pas insuffisamment, mais c'était là en filigrane, c'est la question de la formation. La formation des enseignants, pardon. La formation des enseignants. Et je pense notamment à celle des exemples que vous avez donnés. Quelle est la différence? On a vu la différence de traitement de la place de l'anglais sur le Time Harvest et le prof allemand, dans le cours de droit. Est-ce que vous avez des informations concernant la formation qu'ils ont eue pour la pratique, en gros, d'un enseignement bilingue? Parce que c'est vrai que, spontanément, j'ai eu l'impression que la personne qui faisait de l'histoire en anglais était vraiment très compétente en anglais. Et dans ce cas, elle pouvait s'amuser à jouer sur la langue et finalement à se concentrer simplement sur la langue. Alors que l'autre, peut-être, il y a une question d'expérience, voir si vous aviez des informations à ce sujet-là et si ça pouvait finalement influer ce qu'on a vu dans le résultat d'enseignement. Merci. Je pense que la formation aura ou doit avoir une grande influence, mais la formation, en tout cas dans les situations que je connais, est pratiquement inexistante. La formation, alors, une formation spécifique dans le terme de la didactique du plurilinguisme est souvent inexistante. Elle est de plus en plus présente dans la formation continue. On voit aujourd'hui, c'est une démarche de formation, mais qui est alors je ne sais pas comment on l'appelle ici, mais qui est continue ou de formation postgraduée, etc. Mais enfin bon, ça existe, ça existe de plus en plus. Ce n'est pas très fréquent, mais ça existe. Dans la formation initiale, ça peine quand même à s'installer. Alors en France, je connais certaines choses, mais pas la totalité. Mais je connais pas mal de situations européennes où ça continue à être un vide, tout simplement. Alors pour les deux cas précis dont vous parlez, alors le prof à l'université n'a jamais eu de formation dans le domaine, il n'a jamais eu, comme les profs d'Uni, on n'a pas non plus de formation, on n'a pas de formation didactique tout court. Mais il est arrivé à travailler comme ça par son expérience, par sa fréquentation de certains colloques où ces questions-là sont importantes, par son domaine, le domaine de droit, où les juristes, en tout cas je vois en Suisse qui travaillent dans plusieurs langues, sont quand même très sensibilisés à ces questions-là, donc on se comprend assez vite. Mais on voit bien dans l'entretien qu'on a fait avec lui qu'il y a des choses qui se mélangent encore. D'abord la langue, j'essaye de le faire en français s'il y a des problèmes, puis après il y a la langue quand même comme vecteur de conceptualisation. On voit que les deux choses sont présentes, mais ne sont peut-être pas ordonnées de manière encore très claire pour lui. Pour l'enseignante qui travaille en anglais, alors c'est assez intéressant parce que c'est quelqu'un qui a démarré comme beaucoup sur le tas et qui... Alors c'est intéressant, vous disiez, elle est sans doute très compétente en anglais, elle n'est pas native en tout cas, et on ne le voit pas du tout dans cette séquence, mais c'est quelqu'un justement qui a dû, parce que je la connais, se battre un petit peu contre certaines représentations, parce que quand elle a commencé à faire ce type d'enseignement, l'idéal, c'était quand même d'avoir des natifs. Et quasi tous ses collègues l'étaient, et puis elle a dû un peu faire sa place comme non-natif qui peut quand même le faire. D'où, mais ça c'est mon interprétation à moi, une forme d'hypercorrection par rapport à l'alternance. Parce que vous voyez, l'autre prof est, je dirais, plus bilingue qu'elle. J'aime pas si... Bon, je tombe dans mon propre piège, mais plus bilingue qu'elle. Mais a plus de pratique dans les deux langues. Et du coup, peut-être qu'il se permet plus d'alterner. Tandis qu'elle, en tout cas, sépare davantage. Mais c'est aussi, vous voyez, elle a commencé, elle a été formée en didactique. Alors, ce qui est intéressant, et puis après, je vous donne la parole, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est prof d'anglais et d'histoire. Et je pense que dans sa tête, quand elle traite l'anglais dans la classe d'histoire, elle devient un peu prof d'anglais. Et donc, quand elle a elle n'a pas eu de formation initiale dans le domaine du plurilinguisme, elle s'est intéressée au l'enseignement bilingue progressivement, elle a écouté un petit peu ce qui se passe et elle essaie d'orienter aussi un certain nombre de collègues parce qu'elle commence à avoir de l'expérience. Mais pour elle, je pense que très longtemps, et c'est encore perceptible dans ce petit extrait, l'enseignement bilingue, c'est quand même avoir une double compétence. Mais on sépare de nouveau. Être un prof d'histoire et un prof d'anglais dans la même personne. Comme être un francophone, un anglophone dans la même personne quand on est bilingue. On est aussi dans ce comptage un peu et cette séparation. Alors c'est sans doute le cas qu'il faut avoir une forme de double compétence. Il faut bien savoir des choses dans la didactique de l'histoire et bien des choses dans la didactique des langues, si vous voulez. Mais à un moment donné, il ne suffit pas de mettre ensemble ces deux choses pour avoir cette nouvelle façon de travailler qu'est l'enseignement bilingue. Donc qui demande une formation spécifique. Les thématiques qu'on traite ici sont une formation spécifique.
Et ça, il faudrait en mettre des éléments dans la formation initiale. Mais je vois en tout cas, pour la Suisse, on est sur des projets d'intégration de modules dans la formation initiale. C'est difficile à intégrer. Et un des premiers arguments qu'on vous tient, c'est on a déjà tellement de choses à faire. De nouveau, si on fait ça, on ne peut plus faire autre chose. Donc pour l'instant, j'ai l'impression que les enseignants qu'on a sont plus ou moins expérimentés, se nourrissent dans des colloques, etc. Mais au niveau de formation initiale, il n'y en a pas, hein. Pas pour ceux-là en tout cas. Oui, c'était juste par rapport aux deux exemples que vous avez donnés, là, qui interrogent le statut donné à la LV1. Moi, ce qui m'a un peu ennuyé, c'est que le deuxième exemple, on voit bien que le linguistique, l'étude linguistique du mot, va faire progresser le savoir disciplinaire. Mais dans le premier exemple, moi je trouve ça interroge plus une espèce de maladresse de l'enseignant qui commence par un mot qui, comme vous l'avez dit, n'est pas du tout transparent, sur lequel les élèves, les étudiants ne vont pas pouvoir exercer leurs compétences lexicales puisqu'on ne va pas pouvoir le décortiquer, rien du tout. Et en plus, je ne vois pas bien qu'est-ce qu'il peut apporter, contrairement au deuxième exemple, au savoir en histoire. C'est ce que j'ai voulu montrer aussi, c'est-à-dire qu'il y a une déconnexion entre savoir linguistique et historique. Oui, mais moi j'ai trouvé que ça plus que le statut donné à la première langue, ça interroge plus le choix du mot qui a été pris. Merci beaucoup. Merci Laurent.